Dans la vidéo où je vous parlais de Kingdom, je vous ai demandé si vous vouliez qu'on parle plus de manga sur la chaîne, et vous avez été plus que nombreux à dire que oui. De plus, la semaine dernière, j'ai sorti une vidéo pour vous expliquer pourquoi j'aimais One Piece. Et en y réfléchissant bien, One Piece et Kingdom sont deux œuvres qu'on peut qualifier de très longues, et c'est vrai que des fois, ça fait plaisir de tomber sur des mangas qui sont courts et qui nous forcent pas à attendre des années pour connaître la fin. C'est donc là que j'ai eu l'idée de faire une vidéo pour présenter des mangas comptant entre 2 et 10 tomes. Bref, salut à tous, c'est Aniki, et aujourd'hui, vous l'avez compris, on va voir ensemble 3 mangas courts incontournables. On commence très fort avec Bestiarius. Je dois être honnête avec vous, à ce jour, Bestiarius n'est pas encore terminé. Alors je vous rassure tout de suite, la série compte 6 tomes au Japon, d'ailleurs le 6ème tome sortira fin septembre en France, et pour ce qui est du 7ème tome qui sortira en hiver au pays du soleil levant, eh bien ce sera le dernier qui conclura donc l'histoire. Logique. Bestiarius se déroule durant le 1er siècle après Jésus-Christ. L'Empire romain est à l'apogée de sa puissance et ses légions soumettent peu à peu les dernières contrées n'étant pas sous son joug. Chose intéressante ici, c'est que Bestiarius nous propose une version alternative de l'histoire, puisque dans son monde, les humains cohabitent avec les monstres. Enfin, cohabiter c'est un bien grand mot, puisque Rome décide de lancer un grand plan d'extermination des monstres afin de justifier la conquête des villages et le massacre d'innocents. Oui, alors pour le coup c'est un peu moins sympa, et c'est pas fini, que ce soit criminels, villageois, orphelins, gobelins, wyvern et j'en passe. Tous ceux étant capturés lors de raids des légions romaines finissent en esclaves guerriers, jetés dans l'arène et forcés de s'entretuer pour leur liberté devant les regards avides de sang de l'empereur Domitien et des habitants de Rome. Ouais, alors pour le coup c'est vraiment pas la fête. Mais cependant tout espoir n'est pas perdu, puisqu'au milieu de ces esclaves se trouvent des gladiateurs surpuissants capables de tenir tête aux créatures les plus mythiques. Ces derniers se font appeler les Bestiarius. Ainsi, au fil de l'histoire, nous allons suivre les péripéties de certains d'entre eux qui vont s'opposer à leur geôlier mais également à l'Empire tout entier, ne souhaitant qu'une chose, pouvoir vivre en paix aux côtés des monstres. La première chose qui choque quand on lit Bestiarius, c'est bien les dessins. C'est réellement splendide. Très rapidement, on tombe sous le charme de ces derniers, que ce soit les personnages ou le décor, tout est parfaitement maîtrisé. Et en même temps, c'est pas étonnant, puisque l'auteur et dessinateur de Bestiarius, Masasumi Kakizaki, est également le dessinateur de Rainbow sous le scénario de George Abbé. Voilà, ça vous montre le niveau du mec. Bestiarius est certes un shonen de combat, mais il arrive à créer un véritable univers au sein de l'arène mélangeant histoire et mythologie. De plus, les relations entre les monstres et les humains sont très bien travaillées, autant du côté du mépris que du côté de la famille. D'ailleurs, c'est un développement assez intéressant puisque c'est souvent ceux qu'on appelle hommes les vrais monstres. Les personnages de Bestiarius sont réellement attachants et ont tous une histoire différente et cruelle qui les pousse à vouloir se battre. Bref, c'est un manga vraiment cool, rempli de scènes épiques mais aussi très touchantes. On continue avec Pluto. Le qualifier d'incontournable est un doux euphémisme, c'est littéralement un grand classique, et je pèse mes mots. Mais avant d'entrer dans les détails, il va falloir que je vous parle de Osamu Tezuka et d'Astro Boy. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment le temps. Ok bon, on va faire très court. Astro Boy est l'un des mangas les plus cultes qui soit, et son auteur Osamu Tezuka a littéralement marqué l'histoire, c'est pas pour rien qu'on l'appelait le dieu du manga. Sans lui, le monde de la Japanimation aurait eu un tout autre visage. Donc oui, c'est un grand monsieur et il y aurait énormément de choses à dire sur ce dernier, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Bref, Astro Boy nous conte l'histoire d'Astro, un petit robot créé par le docteur Tenma afin de remplacer son fils disparu. Je vous passe tous les détails, ça nous intéresse pas vraiment, il faut juste savoir que le monde d'Astro Boy est un monde futuriste où les hommes et les robots cohabitent. Et le fait intéressant ici, c'est que dans ce monde, Astro fut créé le 7 avril 2003. Et je parle bien du personnage d'Astro dans la chronologie de l'œuvre, puisque le manga lui a vu le jour en avril 1952. Bon, j'espère que tout le monde a suivi parce que c'est pas fini. Dans notre époque à nous, cette fois-ci arrivée en avril 2003, l'idée fut lancée de créer un épisode spécial d'Astro Boy afin de rendre hommage à l'œuvre originale. Et c'est là qu'est intervenu le génialissime Naoki Urasawa. Il y aurait là encore tellement de choses à dire sur ce dernier, même si on en a déjà parlé plusieurs fois, mais pour résumer simplement, c'est un mangaka de génie qui a notamment écrit Monster, 20th Century Boy ou encore Billy Bat. Pour la petite anecdote, parce que je trouve qu'on en parle pas assez, mais ces 3 mangas ont été également coécrits avec Takashi Nagasaki. Voilà. Bref, l'idée d'Urasawa était donc de créer un manga inspiré de l'arc narratif nommé le robot le plus fort du monde de Astro Boy. Vous l'avez compris, le projet Pluto était né. Bon, en fait c'est pas un projet mais un manga, mais je trouvais que le projet Pluto ça faisait plus stylé. Donc, après cette introduction bien trop longue, de quoi parle Pluto? Dans un futur alternatif et futuriste, la société est un mélange entre les êtres humains et les robots, qui outre le fait qu'ils leur ressemblent énormément, vivent, pensent et agissent comme eux. J'ai bien compris plus parler d'androïdes que de robots, mais je chipote. Nous suivons donc l'histoire de l'inspecteur Gezich qui, tout comme Astro, fait partie des 7 robots les plus puissants de la planète. Cependant, il va se voir confier une enquête plus qu'intrigante, puisque quelqu'un ou du moins quelque chose assassine l'un après l'autre les robots les plus puissants de la planète. Chaque corps se retrouvant avec des cornes plantées dans le crâne par le meurtrier. Alors la joie est définitivement morte dans cette vidéo. Gezich va donc devoir arrêter cette série de meurtres tout en essayant d'élucider le mystère qui se cache derrière et en protégeant sa vie. À savoir que même si Astro n'est pas le personnage principal ici, il fait office de personnage récurrent dans l'histoire.
En baladant sur internet pour en savoir plus sur Pluto, je suis tombé sur un article dont le nom résumait parfaitement ma vision de l'œuvre. Urasawa sublime Tezuka. Alors même si je suis pas ultra familier avec l'univers de Tezuka et encore moins avec Astro Boy, on est très loin du shonen de combat légèrement enfantin dont s'est inspiré Pluto. Et qu'abord par exemple avec cet article provenant de la base secrète qui énonce toutes les comparaisons. Article que je vous mets d'ailleurs en description mais que je vous invite à lire une fois que vous aurez fini pour la simple et bonne raison que ça spoil tout le manga. Bref, Urasawa arrive à nous plonger ici dans un monde à la fois sombre et touchant. Les enquêtes policières, il en a fait sa spécialité, si bien que l'œuvre est bien rythmée de bout en bout et nous tient en haleine jusqu'à la fin. Même si pour le coup la fin est pas exceptionnelle et nous laisse un sentiment de c'est tout. Le reste du récit lui fait hommage au plus grand des thrillers cinématographiques. Urasawa a parfaitement su faire d'Astro Boy son univers et le sublime, tout en ne dénaturant pas l'œuvre originale et en rendant le plus magnifique des hommages au grand Osamu Tezuka. L'histoire de Pluto se termine certes en 8 volumes, mais malgré le fait que ce soit court, eh bien c'est réellement excellent. D'ailleurs pour ceux qui auraient plus de mal avec les mangas, une adaptation en animé est prévue en 2020, reste plus qu'à être patient. On enchaîne en numéro 3 avec Afro Samurai. Bon, j'avoue sur ce coup je triche un peu, j'ai découvert cette œuvre via l'animé et ce n'est que récemment que je me suis rendu compte que c'était l'adaptation d'un manga de 2 tomes. Alors oui pour le coup 2 tomes ça peut sembler vraiment court, mais en même temps l'animé lui ne dure que 5 épisodes, donc rien de bien étonnant. Donc pour le bien de cette vidéo je vous montrerai à la fois des extraits de l'animé et du manga, comme ça vous pourrez faire votre choix, si je suis pas sympa quand même. Avant toute chose je me dois dans l'obligation de vous dire que si vous n'appréciez pas l'élite d'hémoglobine ou les membres coupés, bah y a de grandes chances qu'Afro Samurai ne vous plaise pas plus que ça. Mais restez quand même jusqu'à la fin de la vidéo. Bref, l'histoire se déroule dans un Japon alternatif mélangeant le féodal et le futur. Alors, je sais pas si c'est le terme exact, mais pour faire simple on assiste à des combats de sabre contre des lance-roquettes. Ah décidément on voyage dans cette vidéo. On suit les péripéties d'Afro, oui c'est son nom, qui lors de son enfance assista à l'assassinat de son père par un homme mystérieux portant un bandeau de numéro 2. Ces bandeaux en question sont source de nombreux mythes, notamment celui que la personne possédant le numéro 1 obtiendrait un pouvoir divin. Là où ça devient intéressant c'est que seule la personne possédant le numéro 2 peut défier le numéro 1, sauf que la personne possédant le numéro 2, elle peut se faire attaquer par n'importe qui, devenant ainsi la cible du monde entier. Vous vous en doutez, mais Afro possède le bandeau de numéro 2 et va partir à la recherche de l'assassin de son père afin de le venger. Comme j'ai dit, Afro Samurai est court, même très court, c'est bien qu'ils auraient pu directement en faire un film d'animation. Pourtant c'est largement suffisant, le manga se passe de discours compliqués ou d'histoires poussées et se concentre sur les combats et sur le développement de quelques personnages, mais principalement celui d'Afro. Et quand une œuvre mise tous sur les combats, ils ont intérêt à être vraiment incroyables, et c'est le cas ici, sinon je vous en parlerai pas. Alors Afro Samurai est pas un classique, mais c'est un bon défouloir badass qui saura vous divertir durant 2 bonnes heures à travers des personnages tout de même bien attachants. On en a fini pour cette vidéo, vous connaissez la musique, pouce bleu, abonnement, cloche, vous pouvez me soutenir gratuitement sur Utip, le lien est dans la description. Je vous invite également à faire un tour sur mes réseaux sociaux. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine, c'était Anki, ciao.